On s'interroge ce matin sur la sécurité de nos usines, des sites chimiques en particulier. Le cas allemand hier a montré une nouvelle fois qu'il pouvait y avoir des failles. 2 personnes sont décédées dans la région de Leverkusen. Plusieurs autres ont été blessées après une explosion sur un site de traitement de déchets. Justine Fontaine, on vous retrouve sur place. Quid de la pollution, Justine? Est-ce que cet accident qui a provoqué une énorme fumée noire a dégagé aussi des charges polluantes? Alors selon les premières analyses de la qualité de l'air qui ont été réalisées hier, il n'y a pas d'augmentation des charges polluantes dans l'air. Les riverains que nous avons rencontrés depuis hier sont plutôt confiants, ils ne sont pas trop inquiets, déjà parce qu'ils savent qu'ils vivent près d'une grande zone industrielle et puis aussi parce qu'ils ont eu le sentiment hier qu'avec le sens du vent, le nuage de fumée avait été emporté plus loin. Pour autant, les autorités, notamment les pompiers, recommandent toujours aux habitants les plus proches de l'usine de ne pas consommer les fruits et légumes de leur jardin, mais aussi de ne pas toucher l'éventuelle poussière, la suie qui se trouverait sur leur mobilier de jardin par exemple. Il faut attendre les résultats des analyses qui devraient tomber demain ou dans les prochains jours pour connaître quelles substances se trouvent dans ces résidus, dans cette poussière et si elles sont toxiques. Merci Justine Fontaine avec Philippe Vigneault. Bonjour Margot Bouzac. Vous êtes avocate en droit de l'environnement au cabinet Gossman Avocats. Et bonjour Frédéric Poitou, vous êtes ingénieur chimiste, expert judiciaire européen. Vous avez travaillé sur les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol en France. C'était en septembre 2019 à Rouen. Forcément, ce qui se passe en Allemagne, ça nous rappelle un peu le cas de Lubrizol, ça nous rappelle, si on remonte encore plus loin et beaucoup plus dramatique, ce qui s'était passé l'usine AZF en 2001. C'est la réelle crainte dans une explosion sur un site de ce type, Frédéric Poitou, qu'il y ait une deuxième catastrophe qui suive l'explosion, une catastrophe environnementale, voire sanitaire liée à la pollution. De toute manière, la question ne se pose même pas parce que la catastrophe environnementale est liée. C'est pas la peine de minimiser les choses. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un incendie, une explosion avec des produits chimiques au milieu, il y a un dégagement d'un certain nombre de substances toxiques. Alors, ça dépend de la composition de ce qui a brûlé, mais enfin, il y a toujours des COV, des HAP et parfois des dioxines. Donc, les autorités, comme en France à Lubrizol et comme chez ZF à l'époque, sont rassurantes, mais il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de pollution. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, en revanche, s'il y a une dispersion rapide du panache, il peut y avoir assez peu de conséquences sur les populations. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous dites il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de produits. Néanmoins, quelles sont les conséquences de cette pollution ? Les conséquences, en fait, tout dépend de la dispersion et de ce qui a brûlé. Et ça, on ne le sait pas. Sur Lubrizol, on a eu beaucoup de mal à le savoir. Et on l'a su finalement assez tardivement. En Allemagne, moi, je ne le sais pas non plus. On parle de retraitement. Il peut y avoir beaucoup de choses qui ont brûlé. Mais les Allemands sont équipés, comme nous, de camions de pompiers qui sont capables de faire des détections rapides. Et il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de substances polluantes dans ce qui a brûlé cette. Je reviens vers vous dans un instant justement sur le bilan 2 ans après qu'on peut tirer de la contamination après l'incendie de Lubrizol. Mais d'abord, Margot Bouzac, malgré toutes ces catastrophes, il y a quand même des process de sécurité qui ont été renforcés au niveau de ces usines. Est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé? Et je pense notamment au cas de Lubrizol. Est-ce que les choses ont évolué? Oui, tout à fait. D'un point de vue purement juridique, les choses ont évolué très rapidement. De toute manière, en droit des installations industrielles, il y a systématiquement des réglementations qui vont évoluer. Ça, c'est au gré des accidents, le droit évolue. Et Lubrizol n'a pas échappé à la règle puisque, je crois que c'est en septembre 2020, il y a une nouvelle réglementation qui est intervenue pour encore sécuriser davantage les installations, la prévention, notamment l'information du public. Et donc, voilà, on a renforcé le dispositif. Mais on nous avait dit ça aussi après AZF. Est-ce qu'encore aujourd'hui, malgré tous ces process de sécurité qui ne cessent d'évoluer, est-ce que ça reste toujours dangereux d'habiter à côté de ce genre de site? De toute manière, oui, ça. Évidemment, alors il y a une zone de danger qui est prévue, c'est les PPRT, qui est prévue quoi qu'il arrive dans un périmètre autour des zones à risque, autour des installations industrielles. Donc les personnes sont informées, le cas échéant, il y a des expropriations, évidemment on ne peut pas vivre à côté d'une installation industrielle. Après, les accidents arrivent, fort heureusement, ils ne sont pas réguliers, mais on a plusieurs cas d'accidents industriels. Je pense qu'on ne peut pas écarter le
le risque, quoi qu'il arrive. À quelle fréquence ils arrivent, ces accidents industriels, et de quelle nature ils sont? Parce qu'on a forcément médiatisé AZF et Lubrizol, parce que c'était les plus grosses catastrophes industrielles. Mais il y a aussi des plus petites catastrophes industrielles, des plus petits accidents qui ont... Tout à fait. Alors, je ne suis pas au courant particulièrement de tous les accidents qui interviennent, mais par exemple, en droit de l'Union européenne, la réglementation a été créée à la suite d'un accident grave. Donc, c'était en Italie, l'accident Seveso. Effectivement, il y a eu AZF à Toulouse qui a été très médiatisé, et Lubrizol, et maintenant, malheureusement, l'Allemagne. Mais ce ne sont pas des accidents isolés. On parle vraiment là des catastrophes qui ont été très médiatisées. Frédéric Poitou, je reviens vers vous au sujet de l'usine Lubrizol. Officiellement, l'incendie, on le disait tout à l'heure, n'a pas contaminé l'environnement. Pourtant, il y a 10 000 tonnes de produits chimiques qui sont partis en fumée, officiellement, parce que c'est le discours des autorités. Et pourtant, selon Mediapart, des mesures de pollution ont été dissimulées. L'ampleur de la contamination aurait été nettement sous-estimée. Quel est votre avis là-dessus ? Quand on regarde des analyses qui ont été faites par des populations, des individus, des groupements d'associations de paysans, notamment dans le nord de Rouen, on voit clairement des contaminations. Alors, les mesures du plan gouvernemental dont vous venez de parler après Lubrizol, elles vont dans le bon sens, évidemment, mais on focalise plutôt sur les accidents plutôt que sur la prévention. Donc, on est passé d'une logique de respect des normes à une logique d'évaluation des risques, et alors qu'en même temps, on assiste à un assouplissement de la déréglementation au nom d'une simplification des règles. Donc il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Le plan gouvernemental, il propose de réorganiser les stockages de manière dangereuse. Ça, c'est plutôt pas mal. Il propose d'optimiser les obligations déclaratives parce que dans le cas du Lubrizol, on ne savait même pas ce qui avait explosé le jour de l'explosion. Ça, c'est plutôt pas mal. Il propose d'augmenter de 50% les contrôles terrain, mais 50%, ça ne nous ramène même pas au nombre des contrôles qu'il y avait en 2005, après AZF, parce que le nombre des fonctionnaires de l'Adréal a tellement diminué qu'on n'arrive plus à soutenir le nombre des contrôles. Enfin, il y avait un député, Damien Adam, qui a proposé la création d'un bureau d'enquête accident qui est absolument inutile. Ce n'est pas un bureau d'enquête post-accident qu'il faut. Il faut qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc, il faut qu'il y ait une autorité de régulation qui évite les accidents. Voilà. Et puis, par ailleurs, le plan gouvernemental propose une information aux populations par un plan SMS. Ça, c'est plutôt sympa. Mais pour le moment, on n'a pas vu le bout du tunnel. Donc franchement, on n'y est pas encore. Hein. Le compte il y a encore beaucoup de choses à faire, on le comprend. Merci beaucoup Frédéric Poitou et merci à vous Margot Bouzak. 9h38, on passe à autre chose à présent, autre thème dans l'actualité ce matin dans le live. De recherche se poursuivre. Les pompiers avaient dû interrompre leur recherche cette nuit à cause du noir, mais aussi de la zone qui était devenue difficile d'accès à cause de toute l'eau qu'ils avaient dû envoyer pour éteindre l'incendie. 5 personnes sont donc toujours portées disparues. Les autorités ont expliqué qu'elles avaient très peu d'espoir de les retrouver saines et sauves. Et le bilan est donc toujours de 2 personnes décédées, 2 employés de l'usine. Ici, on se trouve dans une grande zone industrielle. Il y a 70 entreprises chimiques qui sont installées. Et ce qui fait bien que les premières habitations se trouvent à quelques kilomètres d'ici. Quid de la pollution, Justine? Est-ce que cet accident qui a provoqué une énorme fumée noire a dégagé aussi des charges polluantes? Alors selon les premières analyses de la qualité de l'air qui ont été réalisées hier, il n'y a pas d'augmentation des charges polluantes dans l'air. Les riverains que nous avons rencontrés depuis hier sont plutôt confiants, ils ne sont pas trop inquiets, déjà parce qu'ils savent qu'ils vivent près d'une grande zone industrielle et puis aussi parce qu'ils ont eu le sentiment hier qu'avec le sens du vent, le nuage de fumée avait été emporté plus loin. Pour autant, les autorités, notamment les pompiers, recommandent toujours aux habitants les plus proches de l'usine de ne pas consommer les fruits et légumes de leur jardin, mais aussi de ne pas toucher l'éventuelle poussière, la suie qui se trouverait sur leur mobilier de jardin par exemple. Il faut attendre les résultats des analyses qui devraient tomber demain ou dans les prochains jours pour connaître quelles substances se trouvent dans ces résidus, dans cette poussière et si elles sont toxiques. Merci Justine Fontaine avec Philippe Vigneault. Bonjour Margot Bouzak. Vous êtes avocate en droit de l'environnement au cabinet Gossement Avocats. Et bonjour Frédéric Poitou, vous êtes ingénieur chimiste, expert judiciaire européen. Vous avez travaillé sur les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol en France. C'était en septembre 2019 à Rouen. Forcément, ce qui se passe en Allemagne,
Ça nous rappelle un peu le cas de Lubrizol, ça nous rappelle, si on remonte encore plus loin et beaucoup plus dramatique, ce qui s'était passé à l'usine AZF en 2001. C'est la réelle crainte dans une explosion sur un site de ce type, Frédéric Poitou, qu'il y ait une deuxième catastrophe qui suive l'explosion, une catastrophe environnementale, voire sanitaire liée à la pollution. De toute manière, la question ne se pose même pas parce que la catastrophe environnementale est liée. C'est pas la peine de minimiser les choses. Quoi qu'il arrive, dès qu'il y a un incendie, une explosion avec des produits chimiques au milieu, il y a un dégagement d'un certain nombre de substances toxiques. Alors, ça dépend de la composition de ce qui a brûlé, mais enfin, il y a toujours des COV, des HAP et parfois des dioxines. Donc, les autorités, comme en France à Lubrizol et comme chez ZF à l'époque, sont rassurantes, mais il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de pollution. Ça, c'est une première question. Deuxièmement, en revanche, s'il y a une dispersion rapide du panache, il peut y avoir assez peu de conséquences sur les populations. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous dites il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de produits. Néanmoins, quelles sont les conséquences de cette pollution ? Les conséquences, en fait, tout dépend de la dispersion et de ce qui a brûlé. Et ça, on ne le sait pas. Sur Lubrizol, on a eu beaucoup de mal à le savoir. Et on l'a su finalement assez tardivement. En Allemagne, moi, je ne le sais pas non plus. On parle de retraitement. Il peut y avoir beaucoup de choses qui ont brûlé. Mais les Allemands sont équipés, comme nous, de camions de pompiers qui sont capables de faire des détections rapides. Et il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de substances polluantes dans ce qui a brûlé cette. Je reviens vers vous dans un instant justement sur le bilan 2 ans après qu'on peut tirer de la contamination après l'incendie de Lubrizol. Mais d'abord, Margot Bouzak, malgré toutes ces catastrophes, il y a quand même des process de sécurité qui ont été renforcés au niveau de ces usines. Est-ce qu'on a suffisamment tiré les leçons de ce qui s'est passé? Et je pense notamment au cas de Lubrizol. Est-ce que les choses ont évolué? Oui, tout à fait. D'un point de vue purement juridique, les choses ont évolué très rapidement. De toute manière, en droit des installations industrielles, il y a systématiquement des réglementations qui vont évoluer. Ça, c'est au gré des accidents, le droit évolue. Et Lubrizol n'a pas échappé à la règle puisque, je crois que c'est en septembre 2020, il y a une nouvelle réglementation qui est intervenue pour encore sécuriser davantage les installations, la prévention, notamment l'information du public. Et donc, voilà, on a renforcé le dispositif. Mais on nous avait dit ça aussi après AZF. Est-ce qu'encore aujourd'hui, malgré tous ces process de sécurité qui ne cessent d'évoluer, est-ce que ça reste toujours dangereux d'habiter à côté de ce genre de site? De toute manière, oui, ça... Évidemment. Alors, il y a une zone de danger qui est prévue, c'est les PPRT, qui est prévue, quoi qu'il arrive, dans un périmètre autour des zones à risque, autour des installations industrielles. Donc, les personnes sont informées. Le cas échéant, il y a des expropriations. Évidemment, on ne peut pas vivre à côté d'une installation industrielle. Après, les accidents arrivent, fort heureusement, ils ne sont pas réguliers, mais on a plusieurs cas d'accidents industriels. Je pense qu'on ne peut pas écarter le risque, quoi qu'il arrive. À quelle fréquence ils arrivent, ces accidents industriels, et de quelle nature ils sont? Parce qu'on a forcément médiatisé AZF et Lubrizol, parce que c'était les plus grosses catastrophes industrielles, mais il y a aussi des plus petites catastrophes industrielles, des plus petits accidents qui ont... Tout à fait. Alors, je ne suis pas au courant particulièrement de tous les accidents qui interviennent, mais par exemple, en droit de l'Union européenne, la réglementation a été créée à la suite d'un accident grave. Donc, c'était en Italie, l'accident Seveso. Effectivement, il y a eu AZF à Toulouse qui a été très médiatisé, et Lubrizol, et maintenant, malheureusement, l'Allemagne. Mais ce ne sont pas des accidents isolés. On parle vraiment là des catastrophes qui ont été très médiatisées. Frédéric Poitou, je reviens vers vous au sujet de l'usine Lubrizol. Officiellement, l'incendie, on le disait tout à l'heure, n'a pas contaminé l'environnement. Pourtant, il y a 10 000 tonnes de produits chimiques qui sont partis en fumée, officiellement, parce que c'est le discours des autorités. Et pourtant, selon Mediapart, des mesures de pollution ont été dissimulées. L'ampleur de la contamination aurait été nettement sous-estimée. Quel est votre avis là-dessus ? Quand on regarde des analyses qui ont été faites par des populations, des individus, des groupements d'associations de paysans, notamment dans le nord de Rouen, on voit clairement des contamination. Alors, les mesures du plan gouvernemental dont vous venez de parler après Lubrizol, elles vont dans le bon sens, évidemment, mais on focalise plutôt sur les accidents plutôt que sur la prévention. Donc, on est passé d'une logique de respect des normes à une logique d'évaluation des risques, et alors qu'en même temps, on assiste à un assouplissement de la déréglementation au nom d'une simplification des règles. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Le plan gouvernemental, il propose de réorganiser les stockages de manière dangereuse. Ça, c'est plutôt pas mal. Il propose d'optimiser les obligations déclaratives parce que dans le cas du Lubrizol, on ne savait même pas ce qui avait explosé le jour de l'explosion. Ça, c'est plutôt pas mal. Il propose d'augmenter de 50% les contrôles terrain, mais 50%, ça ne nous ramène même pas
au nombre des contrôles qu'il y avait en 2005 après AZF, parce que le nombre des fonctionnaires de la DREAL a tellement diminué qu'on n'arrive plus à soutenir le nombre des contrôles. Enfin, il y avait un député, Damien Adam, qui a proposé la création d'un bureau d'enquête accident qui est absolument inutile. Ce n'est pas un bureau d'enquête post-accident qu'il faut. Il faut qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc, il faut qu'il y ait une autorité de régulation qui évite les accidents. Voilà. Et puis, par ailleurs, le plan gouvernemental propose une information aux populations par un plan SMS. Ça, c'est plutôt sympa. Mais pour le moment, on n'a pas vu le bout du tunnel. Donc, franchement, on n'y est pas encore. Hein. Le compte il y a encore beaucoup de choses à faire. On le comprend. Merci beaucoup, Frédéric Poitou, et merci à vous, Margot Bouzak. 9h38, on passe à autre chose à présent, autre thème.